Oh, on peut la soumettre, mais là, la question, elle est de savoir de la PMA. La PMA existe. Elle existe, elle est déjà accessible pour les couples hétérosexuels. Aujourd'hui, la question, c'est de dire que ce droit ne doit pas être discriminant. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être réservé aux couples hétérosexuels, mais doit aussi être réservé aux femmes seules et aux femmes lesbiennes. Donc là, la question, elle est plus de lever une discrimination qui existe et de mettre à égalité tous les couples qui souhaitent et qui peuvent porter des enfants. Elle est juste là, la question, pour l'instant. Donc, je ne vois pas pourquoi, est-ce que ça devrait être porté à référendum. À la limite, la question de la PMA, dès le départ de 1994, aurait pu être portée par un référendum. Mais là, il ne s'agit que de aligner des droits. Donc pour vous, il y a un droit à l'enfant. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait un droit d'accès à la PMA qui existe aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, ce droit, pour quelle raison il doit être réservé à une discrimination, c'est-à-dire réservé juste aux couples hétérosexuels. La PMA, aujourd'hui, n'est pas là pour régler le problème d'infertilité. Vous dites que c'est un soin. C'est une erreur. La PMA est là pour pallier à une infertilité. C'est-à-dire que les personnes qui font appel à la PMA... médical, on est d'accord. Non, pas forcément, parce que par ailleurs, il y a 3 couples sur 10 qui n'ont pas de problèmes médicaux et qui ont recours à la PMA. Ce que je veux dire, c'est que la PMA, aujourd'hui, n'est pas là pour soigner, comme vous dites, les personnes. Si. Non, elle est là... Non, puisque les personnes... Je ne vous ai pas interrompu. Les personnes qui étaient infertiles avant le restent après. Donc, il n'y a pas de soins. La PMA n'a qu'un ensemble de techniques pour pallier à l'infertilité des personnes. C'est le cas. Est-ce que finalement, ce débat aurait plutôt mérité davantage de temps et de concertation, selon vous ? Alors, ce débat a commencé non pas le 24 septembre, mais bien plus loin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des avis qui ont été rendus avant et qui montrent qu'il y a quand même un consensus de la société sur cette question. Je reprendrai, il y a le comité d'éthique déjà qui s'est prononcé en 2017 et 2018 de manière favorable à la PMA pour toutes. Qui nomme le comité d'éthique ? Laissez-moi terminer. Mais non, mais la nomination au Conseil d'État. On nomme, je prends mes copains, je les nomme, et ensuite je fais. Ça, c'est trop facile. Vous comme moi, vous devez savoir. Excusez-moi, il y a un minimum d'honnêteté. Mais ça ne s'arrête pas qu'au comité d'éthique. Il y a également l'avis du Conseil d'État, l'avis du défenseur des droits. Qui les nomme ? Il y a également le Haut Conseil et il y a également, j'ai envie de dire, regardez autour de vous. Je prenais les sondages, je m'amusais aux sondages. Regardez les sondages. Oui. Pourtant, je ne suis pas vraiment fan des sondages, mais je vous assure qu'ils sont quand même très parlants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils montrent qu'il y a une progression, justement, du soutien à cette PMA pour toutes. En 1990, une évolution des mentalités. Exactement. En 1990, effectivement, il n'y avait que 24% d'opinions favorables pour la PMA pour les couples lesbiens. Aujourd'hui, on en est à 65%. Alors, 83% des Français sont pour le droit des enfants d'avoir un père. C'est un sondage qui a été effectué justement pour l'AFC, l'Association des familles catholiques, je le précise. Et le sondage que vous citez, 65% des Français, a été demandé par le ministère de la Santé. Donc, des sondages qui sont commandés par diverses sources et qui disent pas forcément la même chose. Le seul problème, c'est que là-dedans... il a été un peu détourné, le résultat. C'était un sondage qui était demandé aussi, fait par l'IFOP. Et même l'IFOP... Et l'autre, c'est BVA. Et l'IFOP lui-même a dit qu'il y avait quand même un détournement des propos... c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier au sondage. Non, et c'est pour ça que la conclusion qu'elle en fait est surtout erronée. Aujourd'hui, le schéma de famille que vous mettez en avant est un schéma stéréotypé. C'est un schéma de famille traditionnel. Mais qui n'est pas stéréotypé, il est naturel. Il est naturel, il est bio. Alors dites ça aux familles de divorcés, dites ça aux familles monoparentales, dites ça aux familles homoparentales qui existent aujourd'hui. Là, vous êtes en train d'expliquer... Je parle d'un homme et d'une femme pour faire un enfant. Vous êtes en train de dire à des enfants qui ne sont pas normaux. C'est ça que vous êtes en train de dire. PMA pour toutes, mais quid des hommes dans cette affaire ? On donne un droit à l'enfant, à la mère, mais pas au père finalement ? Il est exclu de ce droit ? Non, la PMA, elle est ouverte à toutes les personnes qui peuvent porter des enfants. Mais oui, c'est ça. Les hommes ne peuvent pas porter Alors, par définition, effectivement, ce sont les femmes, mais c'est le désir d'enfant qui a été mis en avant, qui est un droit fondamental. Il y a encore des personnes qui sont exclues de ce droit, parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent porter, qui n'auront toujours pas accès à la PMA avec cette loi. Ce sont les personnes trans. Et on n'en parle pas. Et les veuves. On n'en parle pas non plus, mais ça a été retoqué à l'Assemblée. Et post-mortem, effectivement. Donc voilà. Vous voyez qu'il reste encore, c'est très cadré et il ne faudrait pas croire que dans les fantasmes qu'on peut voir dans les manifestations, que c'est ouvert, etc. Non, c'est encore très encadré et il y a encore des débats à avoir là-dessus. Alors on débat également à l'Assemblée, c'est la question de la filiation. Faut-il que le donneur soit connu lorsqu'il s'agit d'une PMA, selon vous ? Le don repose sur 2 principes aujourd'hui, sur l'anonymat et la gratuité. Moi, je pense que ces principes doivent rester vraiment très prégnants. C'est-à-dire que
à mon sens, l'origine, c'est-à-dire savoir qui exactement est le donneur. De la même manière que quand on reçoit un rein, etc., on ne connaît pas l'identité du donneur. Quand on reçoit des gamètes, on ne doit pas non plus connaître. Par contre, effectivement... Le gouvernement veut le contraire. Moi, c'est une erreur. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que ça ne reste qu'un donneur de gamètes. Ça n'en fait pas un père. Un père, ce n'est pas celui qui nous donne des gènes. Un père, c'est celui qui va... couper le cordon éventuellement, qui va nous emmener à l'école, qui va nous faire faire nos devoirs. Genre, quand je parle de ça, je parle forcément moi à mon père. Et il est mon père pas parce que je partage des gènes avec lui. Il est mon père parce que c'est lui qui me faisait faire des devoirs, son amour. Exactement, qui m'a fait partager des choses. La filiation n'est pas une filiation biologique. Et la filiation n'est rien d'autre qu'un fait social et culturel. Vous confondez deux sujets. L'adoption n'est absolument pas la même chose qu'un donneur de gamètes. Vous confondez tout, c'est-à-dire que l'adoption, là, tel que vous en parlez, c'est un enfant, il naît d'un projet. D'accord ? Et c'est rien d'autre que ce projet-là qui fait qu'on devient parent. On devient parent parce qu'on nourrit ensemble le projet. Qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit deux femmes, on nourrit le projet d'avoir ensemble un enfant. Il est là le lien de filiation et il commence là. Il ne commence pas parce que on a des gamètes. Le donneur de gamètes n'est qu'un donneur. Juste pour revenir là-dessus, effectivement, entre 1973, c'est-à-dire à partir du moment où la PMA est pratiquée, et 1994, le moment où elle est légiférée, il y a un flou. Et ce sont les médecins d'ailleurs qui ont demandé à ce qu'on légifère sur la question de la PMA. Et c'est bien pour ça qu'on a la première législation qui arrive en 1994. Donc on voit bien qu'il y a besoin de légiférer là-dessus. Pourquoi ? Parce que derrière, on a la question de ce désir d'enfant. Et donc il faut l'encadrer pour protéger l'enfant. Et c'est bien là le premier sujet dont on débat. Quant à la GPA, puisqu'on en parle, c'est la crainte aussi de voir que sur la Cour de cassation à cette reconnaissance. La Cour de cassation, pour une fois, a pris quand même une position assez, on va dire, audacieuse, et c'est une bonne chose puisque elle met en avant l'intérêt de l'enfant. Et d'ailleurs, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que justement, elle ne reconnaissait pas jusqu'alors les filiations qui étaient issues d'étrangers. Donc il faut bien qu'on aille là-dessus. Et sur la GPA, je pense que le débat sur la GPA, bien évidemment, interviendra. À terme, il viendra. À terme, il viendra. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dire... Ce qui me choque, c'est de mettre en avant cette théorie des dominos en disant, comme il y a eu la PMA, alors on va parler de la GPA. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on est sur une évolution. Parce qu'on est sur une évolution. Les dominos. La théorie des dominos. D'accord. C'est parce qu'on est sur une évolution justement des mentalités de la société qu'on voit bien qu'il y a des débats qui apparaissent et sur lesquels on a besoin. En tout cas, c'est un thème extrêmement sensible puisque. Moi, ce qui m'interroge surtout, c'est que la question de la PMA et la question de la GPA seront des questions qui deviendront de plus en plus fortes. Pourquoi ? Non pas parce qu'il y aura des générations spontanées de PMA, mais parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés à avoir des enfants. Parce qu'on est dans un monde où, vous voyez, on parle de pesticides, de perturbateurs endocriniens. Et il y a une réalité aujourd'hui, c'est que malheureusement, nous avons de plus en plus de difficultés à avoir des enfants. Autour de nous, on peut constater que c'est difficile. On n'a pas un enfant facilement. Et je pense que cette question-là, elle est aussi... Avec l'âge également, de plus en plus. Si vous soulignez la difficulté de ces familles monoparentales, alors il faut dire que ces difficultés ne viennent pas du fait de l'absence d'un père. Elles viennent d'être seules. Elles viennent ces familles-là ont un père en l'occurrence d'ailleurs. Elles viennent d'autres facteurs, facteurs sociaux. Mais sans père, ce serait pire. Il n'y aurait plus de contribution d'une seconde personne. Et vous savez, il y a des personnes où le père, ça fait il est parti, ça fait longtemps qu'il. Et ce n'est pas non plus le résultat de ces PMA. Ce que je veux dire, c'est que le résultat de la difficulté, s'il y en a, elle revient d'autres facteurs, de facteurs sociaux, de non-accompagnement, etc. Où effectivement, élever un enfant, cela demande beaucoup de temps. Et malheureusement, on n'accompagne pas assez ces femmes. Et on voit bien que... On voit bien dans nos métiers qui demandent justement beaucoup de temps, ne serait-ce que dans les médias ou en politique, etc. Mais on voit bien qu'il y a moins de femmes qui se mobilisent. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans des schémas patriarcaux où ce sont les femmes qui s'en occupent, etc., des enfants et qui sont prises. Et il faut sortir de ces schémas patriarcaux. Et ce que je conteste dans les propos de monsieur, c'est qu'il est encore dans cette vision patriarcale où c'est un homme et une femme et un enfant. Le schéma familial... Et n'est pas celui-ci. Le schéma familial recouvre d'énormément de différences et il faut sortir. Tant que vous regarderez la loi de la PMA toujours par ce prisme du schéma patriarcal, alors vous ne verrez pas que la PMA est une avancée pour les femmes. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2013.
Néanmoins, on pense que c'est voilà, un combat qui est de plus en plus important puisque les changements sont de plus en plus dangereux et touchent à de plus en plus de choses dans la société. Le mariage pour les personnes homosexuelles, l'adoption, c'était une chose, quelque chose de plus social peut-être. Là, on touche également au médical, à la science, à la transformation de l'être humain par la science et à l'emprise finalement de la science sur l'être humain. Donc je pense que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus radical. Julie Garnier, l'emprise de la science sur l'être humain est au cœur de ce problème, en tout cas évoqué sur ce plateau. Est-ce que justement il faut y aller vraiment avec beaucoup de précautions, puisque on parlait d'environnement tout à l'heure avec tout ce qui est génétiquement modifié, etc. Est-ce que c'est pas le même problème finalement? Laissons la nature telle qu'elle est. Je pense que les personnes qu'on a vues, s'il fallait laisser la nature telle qu'elle est, je vais être un peu provoque, mais bon, je pense que c'était les mêmes qui militaient aussi pour que Vincent Lambert ait des soins. Et puis là, la science, finalement, elle avait les bons côtés et il fallait qu'on fasse tout le possible pour que Vincent Lambert aille au plus loin. Donc bon, vous voyez, je suis un petit peu partagée sur ces commentaires. Non, je crois vraiment, moi, ce qui me choque profondément dans cette manifestation, et je l'ai dit dès le départ et je le redis, c'est qu'on est en train de nier des droits à des personnes pour leur raison qu'elles sont célibataires ou qu'elles sont homosexuelles, alors que ces droits existent pour les personnes hétérosexuelles. C'est de ça dont il est question. Donc, faire une manifestation pour enlever des droits à une partie de la population me choquera toujours. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir la PMA pour toutes, c'est-à-dire que c'est un progrès pour tout le monde. Et ça, il ne faut absolument pas l'enlever et sécuriser toutes ces familles qui existent déjà et dont on ne va pas nier la réalité. Oui, il y a déjà des enfants dans des familles homoparentales et je leur dis à ces enfants, ils sont normaux, ils sont comme les autres. Et c'est le regard qu'on porte sur eux qui peut les mettre en difficulté. Bien sûr qu'ils sont normaux, là-dessus, il n'y a pas débat. Et oui, donc il faut les sécuriser. Terminé, vous aurez la parole juste après. Ces enfants, aujourd'hui, sont soumis à une procédure d'adoption. Or, aujourd'hui, ce que leur permet la loi de la PMA pour toutes, c'est d'avoir une reconnaissance dès le départ, dès la naissance, et de ne pas attendre 1 an et demi. Donc voilà ce que leur apporte la loi. C'est un plus pour eux. Donc pourquoi leur nier ce droit ?